Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Ce samedi 16 novembre, le peuple marocain commémore le 69e anniversaire du retour de Feu Sa Majesté Mohamed V de l'exil. L'occasion de commémorer l'épopée héroïque de la lutte nationale pour l'indépendance. Une date phare inscrite dans les annales de l'histoire du royaume. Elle incarne le lien indéfectible entre le peuple marocain et le glorieux trône alaouite. Lancement à Rabat d'un bootcamp de l'entrepreneuriat au profit de 395 enfants parlementaires. L'événement est organisé par l'Observatoire national des droits de l'enfant sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem. L'objectif étant de stimuler l'esprit entrepreneurial chez les jeunes parlementaires. Enfin, dans votre escale culturelle, nous avons le plaisir de mettre à l'honneur l'œuvre du grand artiste peintre céramiste Rachid Ghenimi. Une carrière artistique de plus de 55 ans que l'homme a choisi de retracer dans sa toute récente exposition intitulée Réminiscence. Une rétrospective de tout son travail. Rachid Ghenimi est avec nous ce soir sur le plateau pour nous en parler. Bonsoir à tous. Le Maroc célèbre aujourd'hui le 69e anniversaire du retour de l'exil du père de la nation, Feu Sa Majesté Mohamed V. Un moment clé dans l'histoire de la lutte pour l'indépendance du Maroc et une incarnation de la symbiose singulière unissant le peuple et le glorieux trône alaouite. Évocation Sofia Fgrout. Sur le tarmac de l'aéroport Rabat-Salé, Feu Sa Majesté Mohamed V venait tout juste de fouler le sol marocain après 2 ans, 2 mois et 27 jours d'exil forcé. Ce 16 novembre 1955 marquait le début de la fin de l'ère de tutelle et du protectorat et l'avènement de la liberté et de l'indépendance. Cette liesse populaire symbolise le lien indéfectible entre le peuple marocain et le glorieux trône alaouite dans la lutte pour la libération du pays. Cette date a été précédée par des moments forts sur la voie du combat inlassable du trône et du peuple pour la libération à travers la résistance. Car la collaboration du père de la nation avec le mouvement national et son discours historique à Tanger ont conduit les forces d'occupation à ordonner l'exil du sultan avec la famille royale en Corse en 1953, puis à Madagascar en 1954. Aussitôt la décision annoncée, le peuple marocain s'est soulevé en masse pour exprimer son indignation et sa colère contre l'occupation étrangère. Ce 16 novembre 1955 est donc l'épilogue de la lutte d'un sultan et d'un peuple pour recouvrir la liberté et l'intégrité territoriale. Arrive alors l'indépendance et la construction d'un État marocain moderne. Comment développer le goût de l'entrepreneuriat social chez l'enfant? L'Observatoire national des droits de l'enfant apporte des éléments de réponse à cette question en organisant un bootcamp d'entrepreneuriat au profit de plus de 390 enfants parlementaires du Maroc. L'initiative est lancée à Rabat sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem. L'ensemble du bootcamp est organisé en partenariat avec le ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences et l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Nawal Gourari, Abdelali Ayed et Sofia Fgrout. Ce bootcamp est la première initiative du genre qui vise à former des enfants à l'entrepreneuriat, particulièrement l'entrepreneuriat social. Une opportunité innovante et une expérience pédagogique singulière lancée par l'Observatoire national des droits de l'enfant sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem. Il s'agit d'une initiative distinguée et inédite. Imaginez 395 enfants parlementaires travaillant sur des projets pointus relatifs à l'entrepreneuriat dans les domaines social et technologiques. Ceux-ci développent leurs capacités, leurs connaissances pour pouvoir contribuer au développement de notre pays. Et c'est la meilleure chose à constater de la contribution de notre jeunesse à l'avenir prospère de notre pays. C'est quoi un bootcamp? Donc c'est innovant,
Ça va être une formation accélérée pour 395 enfants parlementaires pour l'esprit entrepreneurial. Ils sont venus avec des projets évidemment à connotation sociale et pour la défense des droits des enfants. Ils sont venus déjà avec les besoins de leur région et on va les aider à mûrir leurs projets durant 3 journées de formation. Et Inch'Allah, les projets qui vont être innovants, il y aura 3 projets de coup de cœur, seront primés et seront présentés à une cérémonie de célébration des 25 ans du Parlement de l'enfant. Transformer une idée en projet concret et proposer des concepts innovants. L'ambition est grande. Pour cela, experts et spécialistes en entrepreneuriat vont accompagner les enfants parlementaires 3 jours durant. Ces 395 enfants seront répartis en 25 groupes. Chaque groupe sera encadré par des conseillers qui sont au nombre de 60, mais aussi des médecins et des spécialistes des enfants à besoins spécifiques pour accompagner ces groupes. Concrètement, la formation permet d'améliorer les connaissances des enfants parlementaires en matière de conception créative, de business plan, d'éducation financière, de prise de parole en public et d'esprit de leadership, tout en encourageant la créativité et l'innovation. J'ai pu développer de nouvelles amitiés, nous avons échangé nos points de vue. J'ai découvert de nouvelles cultures. J'espère représenter les enfants au mieux. J'ai beaucoup d'aspirations. Je suis décidée à donner mon meilleur pour ce bootcamp. Pour l'instant, tout va très bien. Nous rencontrons d'autres enfants parlementaires venant de toutes les régions pour nous ouvrir sur tout le royaume et tirer profit de ce bootcamp. L'apprentissage par la pratique pour inculquer à ces jeunes leaders de demain les bases de l'entrepreneuriat. À travers ce bootcamp, l'Observatoire national des droits de l'enfant assure sa mission, celle de promouvoir l'esprit entrepreneurial chez les enfants parlementaires, de libérer leurs énergies et de les aider à concrétiser leurs idées de projets en relation avec des thématiques liées aux droits de l'enfant. Allons maintenant à Valence, en Espagne, la ville qui a été durement touchée par les récentes inondations provoquées par la tempête Dana. Valence tente de reprendre doucement, mais sûrement son rythme d'avant, aidée par la main forte prêtée par les opérateurs marocains mobilisés par le royaume sur haute instruction royale. Une solidarité qui vient s'ajouter à celle des Marocains établis en Espagne qui se sont retroussés les manches pour aider la population locale à tenir bon. C'est un reportage de José Jurado sur un récit de Sofia Vgrot. Chaussées et trottoirs retrouvent peu à peu leur état initial, celui d'avant le passage de Dana. Car ce camion, comme d'autres, a déjà avalé des centaines de kilos de boue, amassés le long de l'avenue. À la manœuvre, des opérateurs marocains qui s'activent nuit et jour, depuis leur arrivée mercredi dernier dans la région de Valence. Nous représentons le Maroc sous hautes instructions de Sa Majesté le Roi. Nous rendons l'appareil à l'Espagne qui nous avait beaucoup aidés lors du tremblement de terre d'El Haouz. Moi, je fais partie du groupe de la Radem Meknes. Et il y a d'autres groupes de différentes villes. En tout, ce sont 24 camions autopompes aspirants et 70 opérateurs marocains qui ont été envoyés conformément aux hautes instructions royales. Leur mission, soutenir les efforts de secours et venir en aide à la région de Valence. Et ils ne passent pas inaperçus auprès de la population. Les Marocains nous aident beaucoup à Valence. Nous sommes solidaires les uns avec les autres pour aller de l'avant. Et pour évacuer et reconstruire, il faut reprendre des forces. Et ces femmes de la communauté marocaine sont justement au fourneau pour cela. Un bon couscous ne guérit pas tous les maux, mais il rend certaines souffrances moins pénibles, surtout pour des milliers de personnes désormais sans abri. Il est important de souligner comment toute la communauté marocaine de Valence et des alentours s'est mobilisée pour venir en aide aux personnes sinistrées à travers non seulement des dons de matériel, mais aussi en leur préparant des plats chauds, ce qui est énorme pour des gens qui ont déjà tout perdu. Ce sont là les valeurs qui caractérisent tous les Marocains du monde, la solidarité et la générosité. Le Maroc prouve aussi une nouvelle fois son attachement aux relations de respect, d'amitié et de bon voisinage avec l'Espagne.
Direction Bakou, la 29e édition de la session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques poursuit ses travaux. L'occasion pour le Maroc de signer de nouveaux partenariats, notamment avec l'Agence internationale de l'énergie. Un partenariat qui augure d'une nouvelle étape en matière de réglementation dans le secteur des énergies renouvelables. Un mémorandum d'entente a également été signé entre le ministère de tutelle et la banque japonaise pour une vision commune de développement des énergies vertes. Allant tout de suite à Zagora qui pâtit des effets du dérèglement climatique. En ce moment, la saison des cueillettes bat son plein. Dans les oasis, plusieurs variétés réputées sont cultivées. Une filière qui se modernise dans l'unique but de préserver la qualité des dattes. Ce fruit gorgé de bienfaits intégrera ensuite le circuit industriel, notamment pour sa mise en boîte. C'est un reportage de Mohamed Rachid sur un récit de Zakaria Moukenbillah. Dans cette oasis de la province de Zagora, l'heure est à la cueillette des dattes. Après les fortes précipitations des dernières semaines, les agriculteurs nourrissent l'espoir d'une bonne récolte. Et pour ce faire, les cultivateurs adoptent de nouveaux procédés. L'objectif étant de préserver la qualité des dattes et d'améliorer le rendement. Afin de préserver la qualité des dattes, nous utilisons des couvertures en plastique, des échelles et des cordes. La cueillette doit se faire dans les normes afin de sauvegarder la qualité initiale du fruit. Avec les récentes pluies, il y a une amélioration des ressources hydriques. La nappe phréatique s'est enrichie. Nous en sommes contents. Une fois cueillies, les dattes sont stockées au niveau de cette unité de conditionnement de Mzgueta. Le produit est trié selon la variété et la qualité. Il est ensuite stocké dans des chambres froides avant d'être distribué sur l'ensemble des régions du royaume. Parmi les variétés de dattes qu'on accueille dans notre unité, El Fekous, Bousthammi, El Mjoul, Gel. Dans cette unité, nous procédons à l'emballage de ces variétés et à leur valorisation. La production nationale de dattes atteindrait 115 000 tonnes pour la saison agricole précédente. Ces dernières années, les procédés industriels sont de plus en plus adoptés. Les méthodes traditionnelles de récolte sont cependant toujours en vigueur, témoins d'un savoir-faire séculaire transmis de génération en génération. Dans l'actualité internationale, une série de raids aériens israéliens visaient aujourd'hui des fiefs du Hezbollah au Liban. Et ça au lendemain de l'annonce par des responsables libanais de l'examen d'une proposition de trêve émise par les États-Unis. Dans ce contexte explosif, au moins 5 frappes ont touché la banlieue sud de Beyrouth après un appel à évacuer de l'armée israélienne indiquant aux habitants qui se trouvaient à proximité d'une infrastructure d'intérêt du Hezbollah. À Gaza aussi, toujours pas de répit à l'offensive israélienne. Au moins 35 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé du Hamas. De son côté, l'armée israélienne a indiqué dans un communiqué que ses troupes poursuivent leur activité opérationnelle dans les zones de Jabalia et Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza. Place à présent à votre escale culturelle hebdomadaire. Nous la consacrons ce soir à un artiste peintre et céramiste hors pair, Rachid Renimi. Entre l'homme et la création artistique, une longue histoire d'amour vieille de 55 ans. Durant toute sa carrière marquée par une démarche habitée par le souci de l'excellence, il déploie une panoplie de techniques pour nous plonger dans un monde presque irréel tout en équilibre. Cette dernière exposition, il l'intitule Réminiscence, une véritable rétrospective de l'ensemble de son œuvre. Yassine Mourafek, Abdelrahim Benchiri et Dominique Orlando sont allés à sa rencontre. Disons-le sans ambiguïté, ce n'est pas fréquent d'avoir affaire à un artiste aussi étonnant que M. Rachid Renimi, aujourd'hui parvenu au tout sommet de son art. Tout ici respire l'équilibre et la quiétude, autant d'éléments a priori invisibles qui confèrent à toute son œuvre une assise et une maturité sans équivalence véritable. En d'autres mots, M. Renimi ne ressemble qu'à lui-même, car non seulement il est un excellent peintre, il est aussi un céramiste qui sait ce que signifie contenir ou contenter la matière, et peu importe la complexité de toutes ces textures.
Monsieur Rachid Renimi est également professeur d'art plastique, une fonction qu'il occupe depuis plus de 25 ans. On imagine que cela aussi l'aide dans sa création globale, assez escorté par toute une jeunesse pleine d'effervescence et d'idéaux en tout genre. À l'affiche aujourd'hui à la galerie Babrouar de Rabat. Il ne faut pas hésiter à aller lui rendre visite et ainsi déambuler d'un bout à l'autre de toute une vie qu'il a consacrée à toutes les formes de beauté, les unes plus vertigineuses que les autres. Et Rachid Renimi est avec nous ce soir sur le plateau. Monsieur Renimi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité. Tout le plaisir est à nous. 55 ans de carrière déjà dans la création artistique. Le double de mon âge déjà. Comment qualifierez-vous votre parcours artistique? J'aimerais bien citer un détail avant de commencer à répondre à votre question. Moi, je suis né au Zoudaya, à la Kasbah du Zoudaya. Alors, pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce quartier, je dois vous dire que à cette époque-là, c'était un véritable nid d'artistes. Il y avait des Français, des Anglais, des Américains, il y avait même des photographes, un ensemble, une panoplie, comme on dit, d'artistes. Et c'est dans ce milieu que j'ai évolué. J'étais très impressionné par ce que font ces gens-là, qui n'y sont plus, parce que ça fait longtemps. Et j'ai commencé, et c'est surtout, j'ai la chance de côtoyer un peintre connu. Je ne sais pas si je cite son nom là. C'est pas possible. C'était Gaston Montel. Il habitait notre petite ruelle et j'ai fréquenté son atelier de temps en temps. Et il m'avait appris à dessiner des choses réelles, le paysage, les personnages, des animaux aussi, surtout des chevaux, etc. Et j'étais tellement fasciné que j'ai commencé à essayer de l'imiter. Mais plus tard, je me suis dit, il faut faire autre chose. Et j'ai abandonné cette peinture figurative qui ressemblait à des choses traditionnelles, mais que je voulais abandonner. Et une fois abandonné, je me suis investi dans le travail de l'art abstrait. Alors l'art abstrait m'a fasciné parce que j'ai côtoyé beaucoup de peintres marocains et étrangers qui font ce genre de travail, et j'ai pu profiter de leur expérience et de leur parcours. C'était vraiment une chance de côtoyer beaucoup de peintres marocains de qualité. Et c'est avec ça que j'ai continué à travailler et à chercher des choses nouvelles pour une fois encore se dégager, s'éloigner de ce que font certains peintres. Et la grande découverte dans ma carrière, c'est la céramique. Dès que j'ai touché à l'argile, je trouvais cette matière magnifique. On la manipule, on la sculpte, on fait de cette matière ce qu'on veut. Et c'est surtout, elle est loin de la peinture parce que c'est du volume. La peinture, elle est plate, elle est à 2 dimensions. La 3e dimension m'a toujours intéressé dans cette matière, et j'ai continué à faire de la céramique. Et justement, monsieur Renimi, je suis désolée de vous avoir interrompu. Comment est-ce que vous qualifierez ce parcours entre l'art abstrait et la céramique? Le figuratif, au début, l'art abstrait et la céramique. Eh bien, je dois vous dire, et ça, je ne vous apprends rien en vous disant que ce sont plusieurs techniques ou plusieurs manières de s'exprimer, mais c'est toujours des arts plastiques. Ce sont des arts qui usent de la forme. Les arts plastiques, c'est la forme, que ce soit avec la céramique ou la peinture sur toile, ou même des sculptures sur bois. Donc, le point de rencontre de tous ces arts ou ces branches d'art, c'est la création. Il y a de la création dans la peinture, de la création dans les œuvres de céramique, il y a de la création même dans les sculptures en bois, mais c'est toujours
des formes d'expression, puisque l'art est défini comme étant le moyen de s'exprimer et de communiquer avec autrui. Donc, ce sont des modes ou des branches d'art qui se ressemblent dans leur fond et dans leur... et souvent, ils se ressemblent aussi dans leur thématique. Vous êtes à la fois donc artiste et artisan de la matière. Comment est-ce que vous arrivez à jongler entre ces deux univers qui bien sûr se ressemblent? Ces deux univers, c'est l'amour. L'amour. À une certaine étape de ma carrière, j'avais aimé le figuratif, j'en ai fait beaucoup d'ailleurs, beaucoup de figuratifs. Après, je me suis lancé dans les trucs non représentatifs de la réalité, c'est-à-dire ce que l'on appelle aussi des arts abstraits. Et un artiste, par définition, n'est jamais satisfait, vous savez. Il cherche, et il trouve certaines choses nouvelles et il continue à les explorer. Et moi, je vous dis une chose, c'est que pour arriver à une certaine maturité dans ce domaine, et ça je le dis à mes étudiants parce que je suis enseignant à l'ENA, je leur dis, il faut vraiment travailler, il faut oublier le blabla, il faut oublier les discours et travailler. C'est le travail qui fait que de temps en temps émergent des choses intéressantes de vos mains. André Gide, en critiquant certains écrivains qui donnent à l'œuvre plus qu'elle mérite, il a dit on a trop parlé de ce qui est fait pour être vu et contemplé. Et les gens parlent, et beaucoup d'artistes parlent, mais ils ne travaillent moins, vous comprenez? Et aussi, il y a un problème pour le public. Je vais vous dire mon point de vue pour le public. Il ne sait pas. Le public marocain n'a pas cette capacité de pénétrer les œuvres et il ne s'agit pas de les comprendre, mais il s'agit de les apprécier. Et justement, ce public-là, vous faites partie des rares artistes qui impliquent le visiteur dans son œuvre. Est-ce que parce que vous êtes attentif à sa sensibilité et ses émotions? De qui? Du public. Du public. Alors, je vais vous dire une chose très importante pour tous les artistes qui nous voient, qui nous écoutent. La valeur d'une œuvre d'art, qu'elle soit toile, peinture ou sculpture, ou même un travail en bois, la valeur d'une œuvre d'art ne réside pas dans le plaisir que celle-ci offre à nos sens. Les couleurs nous trompent. Parfois, oh, c'est joli, et le joli, c'est une injure pour les artistes, c'est une insulte. Un artiste ne cherche pas le joli, il cherche le beau, il cherche l'intéressant, il cherche l'expressif. Vous comprenez? Donc, la valeur d'une œuvre d'art n'est pas dans le plaisir que celle-ci offre à nos sens, mais elle est dans la pluralité et la pertinence des questions qu'elle soulève. Parce qu'il faut mettre le public, celui qui regarde, dans l'action, au milieu de l'acte de création. Il ne faut pas que le public soit en dehors de l'œuvre, il faut qu'il soit au milieu pour participer à la création d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, de l'œuvre. C'est Rachid Renimi, artiste. Je vous remercie d'avoir été l'invité de notre escale culturelle. Vous paraissez belle. Merci, c'est très gentil. Merci, c'est très gentil. Un mot de sport avec la victoire écrasante de la sélection marocaine de football sur son homologue du Gabon. Hier, sur un score de 5-1, une bonne victoire selon Walid Regragui, qui lors de la conférence d'après-match a affirmé son ambition de finir premier du groupe. Et c'est ce qui sera confirmé lundi face aux Lesotho pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la prochaine CAN 2025. C'était le rendez-vous à ne pas manquer, la dernière superlune de l'année que vous avez peut-être pu admirer hier. L'astre lunaire, plus gros et plus brillant que d'habitude, a offert un beau spectacle, notamment à Corte. À travers le monde, ce phénomène a été immortalisé sous tous les angles. Des milliers de millions de photos ont été partagées par des observateurs de tout horizon, que ce soit dans les villes, en campagne ou en pleine nature. La superlune a créé un spectacle dont chacun a pu profiter. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.